l'avait souvent qualifiée de trop fragile pour un univers où la perfection et la force semblaient être des conditions incontournables. Au début, Betty Doyle n'était perçue que comme un visage de passage, beau certes, mais pas assez spectaculaire pour s'imposer parmi des centaines de jeunes femmes rêvant de devenir mannequins. Pourtant, cette fragilité apparente, associée à la profondeur de son regard et à la fluidité de sa démarche, allait bientôt devenir une force singulière. À un moment où beaucoup pensaient que Betty disparaîtrait rapidement, effacée par la vague incessante de nouveaux visages, elle prit une décision inattendue. Alors que d'autres couraient de casting en casting, elle accepta de participer à une campagne jugée mineure, portée par une maison indépendante. Personne n'imaginait que cette séance allait bouleverser sa trajectoire et l'installer, presque instantanément, comme une figure énigmatique. La campagne fit sensation, son nom commença à circuler, et tout à coup, Betty devint une révélation. Elle ne cherchait pas à s'imposer par des effets de style bruyants. Au contraire, elle arrivait comme une onde calme, comme un souffle discret qui suspend le temps. Dans un monde saturé de flash et d'exubérance, sa présence silencieuse devenait une énigme irrésistible. Elle incarnait le paradoxe, une force exprimée par la douceur, une intensité née du silence. C'est ainsi que Betty Doyle entra dans l'histoire, non pas simplement comme une mannequin de plus, mais comme une top modèle prête à bousculer les règles, à rappeler que la mode ne se limite pas à l'éclat tapageur, mais peut aussi révéler une beauté qui s'impose sans bruit. Betty Doyle est née en 1992 à Granville, une petite ville portuaire de Normandie. Là-bas, l'océan rythmait chaque journée, les vagues frappant les rochers gris, l'odeur du sel incrusté dans les cheveux et dans les rideaux, les marchés aux poissons au petit matin. Granville n'était pas une métropole vibrante, mais une bourgade tranquille où le phare se dressait comme un gardien immobile. C'est dans ce décor simple et rugueux que Betty a grandi, loin de tout ce qui aurait pu annoncer un destin de top modèle. Son père travaillait dans le transport maritime, habitué aux longues absences. Sa mère était comptable dans un commerce local. La famille espérait pour leur fille une trajectoire sûre, des études sérieuses, un métier stable, une vie équilibrée. Autour de la table du dîner, on parlait de prix du marché, de météo, jamais de podium ou de photos de mode. L'univers des mannequins semblait appartenir à une autre galaxie. Petite, Betty se distinguait déjà. Elle parlait peu, mais ses yeux observaient tout. Quand les autres enfants criaient sur la plage, elle préférait dessiner des visages imaginaires dans le sable. Son silence n'était pas de la timidité, mais une énergie cachée, une force calme, qui n'attendait qu'un contexte pour s'exprimer. À l'école, elle brillait surtout en sciences sociales et en économie. Les graphiques, les théories de l'offre et de la demande la fascinaient. Elle rêvait d'intégrer une grande université parisienne et de devenir économiste. Ses camarades la surnommaient l'analyste. Rien, absolument rien, ne laissait présager qu'elle deviendrait un jour un mannequin admiré. Pourtant, la mère de Granville lui transmit une leçon précieuse, la patience. Les longues après-midi face aux vagues lui apprirent à respirer lentement, à contempler longtemps sans se lasser. Ce rythme intérieur, elle le portera plus tard dans son métier. Devant l'objectif, elle ne cherchera jamais à surjouer. Elle imposera sa présence comme la marée, silencieuse mais implacable. À 18 ans, Betty termina le lycée avec d'excellentes notes. Ses parents se réjouissaient, elle avait déjà postulé en économie à Paris. Mais une rencontre changea le cap. Un ami l'invita à poser pour un photographe local. Tout le monde pensa que ce serait un jeu. Pourtant, dès le premier déclenchement, quelque chose se révéla. Son corps trouva naturellement une posture. Ses yeux restèrent fixés avec intensité. Le photographe arrêta la séance après quelques clichés et dit « Elle possède un silence qui capte la lumière ». Cette phrase resta gravée en elle. Alors qu'elle préparait ses dossiers pour l'université, Betty commença à envisager une autre possibilité. Ses parents réagirent avec inquiétude. Son père répétait que le mannequinat était instable. Sa mère craignait les abus et la précarité. Mais Betty n'éleva pas la voix. Elle proposa un plan, 6 mois pour essayer. Si rien ne marchait, elle retournerait à ses études. Sa logique finit par convaincre, à contre-cœur. Ce fut le début d'une double vie. La journée, elle révisait ses cours d'économie. Le soir, elle acceptait de petites séances photos. Elle découvrit que son regard mélancolique pouvait transmettre une histoire entière sans mots. Peu à peu,
Ses camarades remarquèrent ses apparitions dans de petits projets éditoriaux. Certains l'encourageaient, d'autres se moquaient. Mais elle, calme, continuait à avancer, comme si elle menait une expérience scientifique, observer les résultats, ajuster, persévérer. Granville restait toujours en elle. Même à Paris, lorsqu'elle loua une chambre étroite, elle conserva ses habitudes, se lever tôt, marcher quelques minutes dans le silence, puis se préparer. Ces rituels étaient son encre. Ils lui permettaient de ne pas se perdre dans l'agitation. Petit à petit, Betty entra dans des cercles plus larges. Elle posa pour des magazines indépendants, participa à des projets conceptuels où l'on expérimentait l'ombre et la lumière. Chaque image renforçait l'évidence. Ce n'était pas une étudiante qui jouait à être mannequin, c'était déjà une personnalité qui redéfinissait le rôle. Sa démarche méthodique, héritée des sciences économiques, lui donnait un avantage. Elle savait gérer les échecs, relativiser les refus et analyser froidement chaque opportunité. Ainsi, ce qui avait commencé comme un jeu devint un chemin sérieux. La jeune fille de Granville, qui rêvait d'équations et de graphiques, découvrait qu'elle pouvait aussi incarner des rêves esthétiques. Sans bruit, sans tapage, elle commençait à écrire la première page d'une carrière de top modèle singulière. Les opportunités ne frappent pas toujours avec fracas. Pour Betty Doyer, tout commença dans une salle exiguë, aux rideaux défraîchis, à la périphérie de Paris. Ce jour-là, elle accompagna une amie à un shooting d'étudiants en mode. Elle n'avait rien prévu, un simple chemisier blanc usé, un jean délavé, des baskets. Pourtant, quand elle entra dans la pièce, un silence particulier s'installa, comme si le temps suspendait son souffle. Betty n'était pas de celles qui imposent par un sourire éclatant ou une démarche affirmée. Elle s'avança calmement, avec ce regard grave qui semblait contenir un monde intérieur. Le photographe lui demanda de se placer devant l'objectif. Elle inspira profondément, laissa son corps trouver une posture naturelle, et au premier déclic, toute la salle retint son souffle. Une étudiante s'exclama « Elle ne fait rien, mais je n'arrive pas à détourner les yeux ». À cet instant, l'idée qu'elle pouvait devenir mannequin ne paraissait plus absurde. Les jours suivants, elle fut invitée à de petits castings. Et là, la réalité brute du métier se dévoila. Des dizaines de filles, toutes grandes, confiantes, sophistiquées. Betty, fine et discrète, semblait presque effacée. Souvent, on la remerciait poliment au bout de quelques secondes. Elle notait tout dans un carnet. Refusée, pas assez d'énergie, trop effacée. Le soir, seule dans sa chambre, elle se regardait dans le miroir en se demandant « Ai-je vraiment ma place ?» Pourtant, une remarque allait changer sa perspective. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter une audition, un recruteur l'arrêta « Tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Tu ne cries pas pour attirer l'attention, mais quand on prend le temps de te regarder, tu occupes tout l'espace. » Cette phrase, simple et sincère, devint un repère. À Granville, ses parents suivaient ses débuts avec appréhension. Son père répétait que 6 mois suffisaient pour essayer et qu'ensuite, il faudrait retourner aux études. Sa mère redoutait la cruauté du milieu. Mais Betty restait fidèle à son plan. 6 mois d'expérimentation. Elle transformait son rêve en échéance précise, presque comme une équation à résoudre. Sa méthode rassura à moitié sa famille, même si l'inquiétude persistait. Le vrai tournant arriva avec un projet éditorial. Un magazine indépendant préparait un numéro consacré à la beauté silencieuse. Le directeur de casting chercha un visage capable d'incarner cette idée. On lui parla de Betty. Lorsqu'elle entra dans le studio, l'équipe fut frappée. On ne lui donna presque aucune instruction. « Laisse parler ton silence ». Devant l'objectif, elle se contenta de fixer la lumière, de respirer lentement. Le résultat fut saisissant. Chaque photo dégageait une intensité rare. Le numéro fit parler de lui et, pour la première fois, son nom circula au-delà d'un petit cercle. Les semaines suivantes, de nouvelles invitations arrivèrent. D'abord pour de petites marques locales, ensuite pour des défilés tests à Paris. Elle découvrit les coulisses, les essayages interminables, la douleur des talons aiguilles, la nécessité de changer d'émotion en 1 seconde. Elle encaissa tout avec la même patience apprise au bord de la mer. Quand d'autres s'énervaient ou s'effondraient, Betty se concentrait, calme, imperturbable. Une interview improvisée révéla aussi son état d'esprit. On lui demanda « Que ressens-tu en entrant dans ce métier ?» Elle répondit sans détour « Je ne pense pas être choisie. Je pense être en train d'apprendre. »
Cette humilité toucha l'équipe et confirma son authenticité. Ainsi, opportunité après opportunité, Betty tissait sa place. Rien n'était fulgurant. C'était une ascension lente, mais solide. Chaque refus devenait une leçon, chaque oui une preuve que sa différence pouvait séduire. Quand elle s'allongea sur son lit après une longue journée, elle écrivit dans son journal « Je ne sais pas encore ce que je construis, mais je sais que j'ai ouvert une porte. » À cet instant, la jeune fille de Granville n'était plus seulement une étudiante en économie. Elle devenait un mannequin avec une voix silencieuse, et peut être une future top modèle appelée à marquer son époque. Le moment où les projecteurs se posèrent pour la première fois sur le visage de Betty Doy lors d'un grand défilé parisien marqua un basculement décisif. Dans les coulisses, c'était le chaos. Coiffeurs, maquilleurs, stylistes, cris, agitation. Mais lorsque son nom résonna, le temps sembla s'arrêter. Betty entra sur le podium avec cette démarche lente, mesurée, presque méditative. Sa silhouette fine glissait dans la lumière. Le silence se fit, suivi de battements de cœur suspendus. Elle ne forçait rien. Chaque pas avait le poids de la précision. Son regard, grave et immobile, capta les spectateurs. À la fin du podium, elle inclina légèrement la tête. Un geste minime, mais suffisant pour déclencher une salve d'applaudissements. Ce soir-là, un mannequin discret devint une top modèle dont on allait bientôt parler dans toutes les rédactions de mode. Très vite, Betty parut sur les couvertures des plus grands magazines. Vogue, Harper's Bazaar, Numéro. Ses éditoriaux se distinguaient par une esthétique sobre, presque minimaliste. Dans les clichés en noir et blanc, son visage semblait absorber la lumière et restituer une intensité que peu savaient transmettre. Là où d'autres misaient sur l'exubérance, Betty imposait le calme. Les maisons de couture ne tardèrent pas à la réclamer. Versace l'invita à incarner sa collection Autumn Heaver, entourée de robes métalliques flamboyantes. Alors que les autres mannequins avançaient avec puissance, Betty ralentit d'un demi-temps, donnant au tissu l'occasion de briller à chaque pas. Chanel l'amena à New York pour défiler en tailleur classique et autoritaire, et Dior l'a choisie comme muse pour une collection inspirée par la mer. Là, sa silhouette fluide et son regard profond évoquaient directement l'océan de Granville. Les photographes se mirent à la qualifier de « souffle tranquille ». L'un d'eux confia « Même immobile, elle raconte une histoire. Elle sait transformer le vide en matière ». Les créateurs, eux, la décrivaient comme une énigme visuelle, une force née du silence, une intensité sans effort. En quelques saisons, Betty s'imposa comme une top modèle incontournable. Elle devint le visage de campagne mondiale, affiché sur des panneaux à Tokyo, Milan, New York. Elle n'était plus seulement un mannequin qui défilait. Elle incarnait une image, un style, une philosophie. Son nom devint synonyme d'élégance sobre. Et pourtant, au milieu de ce tourbillon, elle resta fidèle à elle-même. Dans les coulisses, alors que ses collègues riaient ou couraient dans tous les sens, Betty choisissait toujours un coin tranquille. Elle fermait les yeux, respirait lentement, recréant en elle le rythme de Granville. « Je garde un peu de ma mère natale avec moi », expliquait-elle parfois. Ce rituel devint son secret. Mais elle ne se contenta pas de briller sur scène. Peu à peu, elle s'investit derrière les coulisses, comme conseillère créative auprès de jeunes marques. Elle proposait des idées, des lignes directrices, parfois même des stratégies visuelles. On découvrit alors que Betty n'était pas qu'un top modèle. Elle savait penser la mode, l'analyser, la façonner. Son passé d'étudiante en économie se reflétait dans cette approche méthodique. Le public, lui, percevait une double sensation. Betty semblait à la fois lointaine et proche. Lointaine, car son aura était d'une intensité rare. Proche, car son regard ne trichait pas. Cette ambiguïté séduisit des foules entières. Elle devint un repère pour de nombreuses jeunes femmes, prouvant qu'on pouvait s'imposer sans hurler, qu'on pouvait briller en restant fidèle à sa nature. Sa période de gloire avait la texture d'un film au ralenti. Chaque apparition était un tableau. On ne l'apercevait pas partout, mais on se souvenait de chaque image. Betty comprit alors que sa force n'était pas de courir derrière la lumière, mais de la laisser venir à elle. Ainsi, elle inscrivit son nom dans la légende. Non pas seulement comme mannequin, mais comme une top modèle dont la singularité avait redéfini l'idée même de présence sur un podium. À l'apogée de sa carrière, Betty Doy surprit tout le monde non pas par de nouveaux défilés ou des couvertures supplémentaires,
mais par des choix qui allaient à contre-courant. Là où beaucoup de mannequins acceptaient toutes les propositions pour maximiser leur visibilité, elle décida de refuser certaines offres, même les plus prestigieuses. Une grande marque de cosmétiques lui proposa un contrat mondial d'une valeur vertigineuse. Mais les conditions exigeaient qu'elle modifie son visage. Coupe de cheveux imposée, corrections esthétiques, pour correspondre à un standard international. Betty referma le dossier après l'avoir lu et dit simplement « La beauté n'a pas besoin du bistouri pour exister ». Dans une industrie obsédée par l'image parfaite, ce refus fit l'effet d'une bombe. La presse la qualifia de folle, mais beaucoup commencèrent à voir en elle une top modèle différente, prête à défendre l'authenticité. Peu après, un défilé prestigieux lui fut proposé, mais la maison impliquée avait mauvaise réputation. Matières premières issues d'exploitations abusives, accusations de travail d'enfant. Malgré les avertissements de son agent, « Si tu refuses, tu risques de ne plus être invité », Betty resta ferme. « Je ne veux pas marcher sur un podium construit sur la souffrance », répondit-elle. Cette phrase circula dans les médias, devenant une citation iconique. Ces décisions montrèrent que Betty n'était pas seulement un mannequin obéissant aux règles d'un système. Elle utilisait sa position pour défendre ses convictions. Elle considérait la mode comme un langage, pas seulement comme un métier. Chaque choix était une déclaration silencieuse. C'est ce qui fit d'elle une figure unique, un top modèle qui plaçait la conscience avant la gloire. Bien sûr, cette attitude suscita des tensions. Certains créateurs l'admiraient pour son courage, d'autres la trouvaient ingérable. Elle perdit des contrats. Des magazines la rayèrent temporairement de leurs pages. Mais Betty restait imperturbable. Être oubliée pour avoir suivi mes principes vaut mieux que d'être célébrée pour avoir trahi ma vérité, disait-elle. Dans les coulisses, son aura impressionnait. Les jeunes mannequins venaient lui demander conseil. « Comment fais-tu pour tenir ?» lui demanda un jour une débutante. Betty répondit en souriant. « Je n'ai pas de secret. Je refuse juste de me trahir. » Cette simplicité désarmait et inspirait à la fois. Même sa manière de défiler constituait une forme de résistance. Là où les autres affichaient des regards agressifs, elle avançait avec cette sérénité énigmatique. Ses pas lents, sa posture sobre devinrent sa signature. On parla bientôt de la « démarche Betty », un style minimaliste mais magnétique qui renversait les codes. Mais la différence attire aussi la critique. Une marque la qualifia de « difficile » parce qu'elle refusait certaines retouches numériques jugées excessives. Un rédacteur en chef lui reprocha de « ne pas jouer le jeu ». Pourtant, avec le temps, ces refus forgèrent sa légende. Car derrière les polémiques, un constat s'imposait. Betty incarnait la possibilité d'être mannequin sans se dissoudre dans les exigences du système. Elle n'était pas seulement une top modèle de plus sur un podium, mais un symbole. Celui d'une génération qui voulait concilier mode et éthique. Celui d'une femme qui prouvait que l'élégance ne résidait pas seulement dans les vêtements, mais dans les choix. À travers ses refus, Betty Doyle imposa une vérité. La mode n'est pas uniquement une affaire de tendance, c'est aussi une affaire de valeur. Et c'est en cela qu'elle devint une icône, non pas pour ce qu'elle accepta de faire, mais pour ce qu'elle osa refuser. Au sommet de sa carrière, Betty Doyle semblait intouchable. Les projecteurs l'accompagnaient de Paris à New York, les couvertures de magazines se succédaient, les créateurs se l'arrachaient. Mais derrière l'éclat des podiums, une fatigue sourde s'installait. Les vols incessants, les castings sans fin, les nuits écourtées dans des hôtels impersonnels, tout cela commença à peser sur son équilibre. Au début, ce n'étaient que des signes discrets. Elle rentrait dans sa chambre après un défilé, restait assise des heures sans se démaquiller, fixant son reflet dans le miroir. Ses yeux, autrefois si pénétrants, reflétaient une lassitude inquiétante. Elle se murmurait « Je cours après quoi exactement ?» Une fissure invisible s'ouvrait. Les réseaux sociaux accentuèrent cette faille. Chaque apparition générait des milliers de commentaires, éloges passionnés, mais aussi critiques violentes, trop maigres, trop distantes, trop froides. Betty, habituée à la retenue, choisit le silence. Mais ce silence, qui avait fait sa force en tant que top modèle, devint une arme retournée contre elle, car les mots, eux, s'accumulaient et l'assaillaient. Puis survint un incident anodin qui prit des proportions démesurées. Retardée par un vol annulé, elle arriva en retard à un shooting pour une grande maison. La presse titra aussitôt « Diva ingérable, mannequin capricieuse ». Les rumeurs se propagèrent et en quelques jours, son image se fissura.
Pour une femme dont toute la carrière reposait sur l'aura et la confiance, ce malentendu eut l'effet d'un séisme. Un scandale plus grave éclata lorsqu'elle participa, malgré elle, à une campagne jugée offensante culturellement. Betty n'avait pas eu de contrôle sur la mise en scène, mais son visage figurait sur les affiches. Le tollé fut immédiat, les médias l'accusèrent de manquer de sensibilité. Cette fois, son choix de rester silencieuse ne calma pas la tempête. Au contraire, il donna l'impression d'un désintérêt, accentuant la distance entre elle et le public. Les magazines, qui quelques mois plus tôt la qualifiaient d'énigme lumineuse, commencèrent à parler d'elle au passé. « Qu'est-il arrivé à Betty Doye ?» titra un hebdomadaire. Sur les podiums, certains directeurs de casting préféraient éviter son nom, craignant la controverse. Ses collègues remarquaient qu'elle avait changé, plus effacée, moins présente. Lors d'un défilé à Milan, son regard paraissait absent. Les spectateurs, qui jadis retenaient leur souffle devant son silence magnétique, perçurent cette fois un vide. Les applaudissements furent polis, sans passion. À partir de là, Betty choisit de se retirer peu à peu. Elle refusa des contrats, s'éloigna des événements mondains. Ses publications sur Instagram se raréfièrent jusqu'à s'arrêter presque totalement. Ses fans s'inquiétaient, mais les journalistes parlaient d'une disparition programmée. Des rumeurs circulèrent. Certains affirmaient qu'elle suivait une thérapie. D'autres la disaient recluse, voire détruite par la pression. La vérité resta floue, car Betty ne confirma jamais rien. Elle se replia derrière son mur de silence. Et ce silence, qui autrefois la rendait fascinante, devint désormais une frontière douloureuse. Ainsi, la top modèle adulée s'effaça sans explication, non pas dans un fracas de scandales spectaculaires, mais dans une lente évaporation. Chaque jour, son nom apparaissait moins. Chaque mois, une nouvelle génération de mannequins prenait le relais. Le monde de la mode, toujours avide de nouveautés, laissa la place. Pourtant, ses proches racontèrent qu'elle répétait souvent « Je ne disparais pas, je cherche à me retrouver ». Une phrase qui résume peu être son paradoxe. Mais dans un univers où tout va vite, s'arrêter trop longtemps, c'est courir le risque d'être oublié. L'histoire de Betty Doye prit donc la forme d'une chute silencieuse. Une top modèle devenue énigme, une icône transformée en question sans réponse. Et derrière elle, un vide étrange, celui laissé par une femme qui avait conquis le monde par le silence, et qui choisit de se retirer dans ce même silence. Lorsque le nom de Betty Doye cessa d'apparaître régulièrement sur les couvertures et que les projecteurs se détournèrent d'elle, il ne resta pas un vide total. Car dans la mémoire de ceux qui avaient croisé son chemin, Betty demeurait autre chose qu'une simple mannequin. Elle incarnait la preuve que, dans un monde saturé de bruit et de lumière, le silence pouvait résonner plus fort que tout. Son héritage se mesure moins en campagne publicitaire qu'en décisions courageuses. Elle refusa des contrats mirobolants, déclina des opportunités qui auraient pu la maintenir au sommet, tout cela pour préserver son authenticité. Dans un univers où beaucoup de mannequins acceptent de se plier aux exigences pour durer, elle démontra qu'il était possible d'être un top modèle en choisissant une route différente, plus exigeante, plus risquée, mais infiniment plus fidèle à soi-même. Les photographes se souviennent encore de son regard immobile qui transformait une image en récit. Les créateurs parlent d'elle comme d'une muse insaisissable, une silhouette capable de donner une profondeur nouvelle à leur création. Et les jeunes générations de mannequins citent son nom comme un exemple de dignité et de force tranquille, ne pas céder au vacarme, ne pas renoncer à ses valeurs. Aujourd'hui, même si elle s'est éloignée des podiums, la question demeure, si Betty Doye réapparaissait dans la mode actuelle, serions-nous prêts à l'accueillir de nouveau, à reconnaître qu'un silence peut être plus puissant que 1000 éclats ? Ainsi, Betty ne s'est pas effacée. Elle est devenue une absence éloquente, une énigme persistante. Et peut être que c'est cela, le vrai héritage d'une top modèle. Non pas de rester sous les feux, mais de continuer à hanter les mémoires longtemps, après avoir quitté la scène.